Chers collègues, je propose de continuer nos travaux. Est-ce que... Oui? Très bien. Tout va bien. C'est bon, Jimmy, monsieur Pain, tout va bien. Mes chers collègues, nous en venons au second point de nos travaux avec l'audition en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution de monsieur Patrice Vergrit, que le président de la République propose de nommer aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFIT France. Monsieur Vergrit, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission. Je rappelle la procédure. Cette audition qui est publique sera suivie d'un vote par scrutin secret, effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée. Aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu dans la foulée puisque M. Vergrit a été entendu plus tôt dans la matinée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, comme le prévoit notre Constitution. Je rappelle enfin qu'en application de notre règlement, nous avons nommé un rapporteur pour cette proposition de nomination, M. Loïc Prudhomme. Il a élaboré pour notre commission un questionnaire qui a été préalablement envoyé à M. Vergrit, dont les réponses vous ont été diffusées. M. Vergrit, j'aurai quelques mots avant de céder la parole au rapporteur. Il y a quelques mois, nous avons auditionné pour les mêmes fonctions Monsieur Jean Castex. Cette audition a permis de préciser les divers enjeux qui se présentent à l'AFIT France. À la lumière des débats que nous avons eus à cette occasion, je pense traduire le sentiment général en insistant sur notre souhait que puisse être assuré un financement pérenne sur une trajectoire solide de nos infrastructures de transport. C'est un enjeu d'équilibre territorial, bien sûr, d'aménagement durable de nos territoires, mais aussi de transition énergétique et une question majeure pour les mobilités au quotidien de nos concitoyens. La proposition de votre nomination est faite alors que sera bientôt remis un rapport important, un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures sous l'autorité de notre collègue David Valence. Elle intervient aussi après le souhait exprimé par le président de la République de doter la France de réseaux de RER métropolitains. Par ailleurs, l'autorité de régulation des transports devrait prochainement publier une nouvelle édition de son rapport sur l'économie des concessions autoroutières qui pourrait être l'occasion d'évoquer certaines problématiques de financement des infrastructures de transport bien au-delà de la route. Monsieur Vergrit, les questions de transport et de financement seront donc importantes dans les mois à venir et nous souhaitons évidemment avoir votre analyse sur tous ces sujets. Je cède maintenant la parole à notre rapporteur qui a la parole pour 3 minutes, puis nous vous entendrons, Monsieur Vergrit. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Vergrit. Je tiens tout d'abord à dire que je suis ravi d'avoir l'opportunité d'être rapporteur sur cette nomination à la tête de l'AFIT, car cette institution est une bizarrerie démocratique sur laquelle il y a beaucoup à dire, et je ne m'en suis pas privé par le passé, ici même. Je vous remercie donc d'être présent ce matin pour répondre à nos questions et d'avoir déjà apporté des éléments dans vos réponses au questionnaire préalable. Monsieur Vergrit, j'aimerais en premier lieu revenir sur l'intérêt particulier que vous avez pour les questions de mobilité et dire que je partage l'analyse des enjeux que vous dressez, à savoir un équilibre difficile à trouver entre l'urgence climatique et sociale et le besoin de changements majeurs dans nos infrastructures de transport qui, eux, s'inscrivent sur du temps long. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de profiter de votre expertise du transport en commun gratuit à Dunkerque en septembre 2018, lors des premières journées dédiées que vous organisiez. Côté infrastructure donc, l'AFIT occupe un rôle stratégique essentiel. Pourtant, elle reste ce que j'appelle une boîte noire. Elle est, comme le dit la Cour des comptes, je cite, « un opérateur de l'État dont le rôle est limité à celui de caisse de financement, géré de facto par le ministère chargé des Transports. Elle est, sur le plan administratif, une quasi-coquille vide. » Fin de citation. Vous précisez dans vos réponses au questionnaire que l'agence est un relais
efficace des orientations stratégiques du gouvernement. Effectivement, on ne peut pas faire plus proche comme relais puisque c'est directement le ministère des Transports qui est aux commandes. Les effectifs réduits de l'AFIT, 5 personnes seulement, en témoignent, même si vous appelez de vos voeux à une augmentation de ces effectifs. Je suis surpris également de vous lire qualifier l'AFIT d'outil partenarial qui doit, je cite, donner à la représentation nationale tous les éléments nécessaires à son travail de législateur. Je m'interroge, le rôle du législateur n'est-il pas de voter les grandes orientations stratégiques du pays? En l'état, vous le savez bien, les recettes de l'AFIT sont largement issues de fonds de concours qui sont des ressources propres qui échappent au débat démocratique parlementaire et les décisions stratégiques de dépenses lui échappent également. Le court passage de votre prédécesseur, M. Castex, dont le président Zulzi faisait référence il y a quelques minutes, resté à peine quelques mois, ne fait finalement que renforcer ce sentiment de coquille vide, qui semble surtout servir le jeu des chaises musicales et du pantouflage, souvent en attendant de trouver mieux. Alors, en attendant que vous trouviez mieux, j'espère sincèrement que vous aurez l'opportunité de prolonger votre engagement pour sortir, je vous cite, du modèle de la domination absolue de la voiture individuelle, objectif que je partage, notamment par des mesures de gratuité des mobilités alternatives. Et vous savez de quoi nous pouvons ici parler et comment nous pouvons mettre cette gratuité en place. J'aimerais, si vous le voulez bien, vous entendre plus longuement sur ce sujet et sur la stratégie que vous envisagez pour trouver cette fameuse balance entre les mesures de gratuité et le modèle économique équilibré que vous souhaitez préserver avec le pragmatisme d'un ancien socialiste, comme le dirait le ministre, M. Dussopt. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Vergrit, vous avez la parole. Ça doit être là. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, d'abord vous dire le plaisir que j'ai devant vous aujourd'hui. Je suis honoré par la proposition du Président de la République. Je tiens au passage à saluer le travail de Christophe Béchu et de Jean Castex à la tête de l'AFIT. Christophe Béchu d'ailleurs qui est devenu la tutelle de l'AFIT et que je veux également remercier pour sa confiance avec Clément Beaune. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est aussi parce qu'ils m'ont fait confiance à travers cette proposition du Président de la République. Je dois vous dire que je suis ravi d'être devant vous aussi parce que cette proposition finalement de pouvoir concourir à la réflexion sur les mobilités est quelque chose qui m'est cher à titre personnel. J'ai toujours souhaité et j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour, ceux qui me connaissent le savent, pour les questions d'aménagement du territoire, pour les questions de fabrique urbaine. Vous l'avez évoqué d'ailleurs en parlant du modèle dunkerquois. Donc les mobilités, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, même depuis mon travail à l'agence d'urbanisme ou sur la politique de la ville. Par ailleurs, et vous l'avez dit aussi, monsieur le rapporteur, monsieur le président également, il faut avouer qu'on est à un moment clé de l'histoire des mobilités en France, de l'histoire des infrastructures de transport. Les enjeux sont immenses. Si on évoque la lutte contre le dérèglement climatique et l'enjeu de décarbonation des mobilités, si on invoque les enjeux d'aménagement du territoire, où on voit la limite du modèle de l'hypermétropolisation et la nécessité de retrouver un maillage territorial, un polycentrisme mailleux, comme l'évoquait la Datar à la fin des années 90, les enjeux de croissance socio-économique qui se lient avec les mobilités, les enjeux aussi pour nos concitoyens, des déplacements du quotidien, avec aujourd'hui des Français soumis à la montée des prix des carburants, soumis à la difficulté des services ferroviaires dans de nombreuses régions françaises. Et je pourrais ajouter encore à ça les enjeux autour du bruit, la réduction des nuisances liées au bruit, la réduction des nuisances liées aux coupures urbaines. Et mon passé de la politique de la ville me rappelle à quel point souvent les territoires les plus en difficulté sont des territoires qui sont victimes de fractures de coupures urbaines. Je pourrais rajouter la sécurité des ouvrages d'art, je pourrais rajouter la question de la résilience de nos infrastructures de transport à la question du réchauffement climatique. On voit que les enjeux sont immenses, sont nombreux, et donc évidemment c'est un honneur pour moi de pouvoir essayer d'y apporter ma pierre, d'essayer d'apporter ma pierre à ce débat national en dépassant un peu mon cadre d'élu local, j'ai envie de dire, du quotidien.
Monsieur le rapporteur, je vous ai trouvé dur avec la FIT, parce que moi j'ai vécu cette proposition du président de la République plutôt comme un honneur, et pas du tout, j'ai pas vu la FIT comme une coquille vide. J'y ai vu une structure capable de porter le temps long, avec des recettes affectées, une structure aussi qui permet une plus forte lisibilité des projets structurants, sur lesquels d'ailleurs la représentation nationale a quand même des prérogatives, puisqu'il y a bien un vote dans le cadre du PLF. Une structure aussi partenariale, avec la présence de parlementaires à ce conseil d'administration, d'élus locaux. Sans doute, et là vous avez raison, cette dimension partenariale pourrait être renforcée. Peut-être que justement cette dimension partenariale devrait être consolidée, à la fois dans la relation au Parlement, à la fois dans la relation aux élus locaux aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que les questions de mobilité sont aujourd'hui des questions qui ne dépendent pas seulement de l'État, mais aussi des collectivités locales, et il faut pouvoir avoir une vision stratégique collective, et pourquoi pas même nos concitoyens qui sont aussi directement liés aux questions de mobilité. Donc je pense que la FIT aurait tout à gagner à renforcer justement cette dimension partenariale. En fait, s'il fallait trouver une définition de ce qu'est la FIT, je n'emploierais pas boîte noire, j'emploierais le mot conseil de surveillance. En fait, la réalité, je pense que la FIT a plus, dans la pratique, ce rôle de conseil de surveillance que de conseil d'administration. Peut-être un jour, d'ailleurs, faudrait-il faire évoluer les statuts. Et je compare assez la FIT à ce qu'on peut trouver dans nos hôpitaux ou dans nos grands ports maritimes. Je siège au conseil de surveillance du grand port maritime de Dunkerque. Je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital de Dunkerque. Et je trouve finalement que le travail qui est fait à la FIT rappelle beaucoup ce que je peux faire en termes de pratique dans ces conseils de surveillance. Et je trouve plutôt de bonne gestion démocratique de pouvoir avoir ces outils qui permettent d'amener d'autres yeux, d'autres regards sur des stratégies de développement qui me semblent être importantes pour notre pays. Et donc je pense qu'il n'est pas inutile qu'il y ait une forme de conseil de surveillance de ces pratiques de financement des infrastructures de transport dans notre pays. Alors pour réussir ça, ça nécessite encore d'approfondir les orientations qui ont été fixées par Christophe Béchu en son temps et par Jean Castex plus récemment. Renforcer la soutenabilité financière de la FIT, accélérer sa participation à la transformation écologique et assurer encore plus, je le disais à l'instant, son efficacité et sa transparence. Pour ce, il nous faut garantir les orientations qui ont été fixées par la LOM, j'y reviendrai bientôt, veiller à des ressources pérennes et stables, et puis confier à la représentation nationale tous les éléments nécessaires. Et moi, je suis vraiment à votre écoute et à la disposition pour faciliter ce dialogue. 2023, pour la FIT, pour le pays en matière d'infrastructures de transport, va être une année charnière. Les 6 mois dans lesquels on va s'engager maintenant vont définir l'ambition de notre pays quant à ces infrastructures de transport. Dans quelques jours, théoriquement, le COI va rendre son rapport à la Première ministre et va s'ouvrir une séquence de larges débats sur ce que doit être l'ambition en matière d'infrastructure de transport de notre pays. Jusque l'actualisation de la LOM, avec la définition d'une nouvelle trajectoire financière pour la FIT. Et je pense que les 6 mois vont identifier l'ambition de la FIT pour les années qui viennent. Le volet mobilité des contrats de plan État-région, qui viendra dans la foulée. Et enfin, un contrat d'objectifs et de performance pour la FIT qui permettra de dimensionner, vous parliez notamment des effectifs de la petite équipe de la FIT, à la fois en termes de pratique, à la fois en termes d'effectifs, ce que doit être la contribution de la FIT à cette nouvelle ambition, et cette nouvelle ambition affichée par l'actualisation de la LOM. Alors déjà, des choses ont été marquées dans la loi de finances pour 2023. Vous avez vu, par exemple, que sur la régénération ferroviaire, 100 millions d'euros ont été mis en plus pour anticiper, j'ai envie de dire, ce débat que nous aurons à la suite du rapport du COI. Tout simplement parce qu'on voit bien les enjeux auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Parce que je ne connais pas le contenu du rapport du COI, mais on peut se douter du ton qu'il emploiera. Et vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur.
L'ensemble des enjeux que je citais tout à l'heure, et vous avez fait référence à la décarbonation des mobilités absolument indispensable, nécessitera, certains parlent de murs d'investissement, je reprends la formule du COI, d'autres parlent de plan Marshall pour nos infrastructures de transport aujourd'hui. Peu importe, tout ça, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, les besoins d'infrastructures dans notre pays sont très importants. Et que ce débat qui va d'abord fixer l'ambition de dépenses que l'on souhaite affecter à cette stratégie, et puis ensuite le débat sur les recettes qui seront nécessaires de manière à sanctuariser cette trajectoire financière de la FIT, vont être des débats dans les 6 mois qui viennent cruciaux, en réalité, sur ces sujets. Alors, mon rôle, tel que je l'imagine, notamment dans ces 6 mois, et puis après, évidemment, j'ai envie de dire, les choses seront lancées. Mon rôle est d'essayer de justement faciliter le débat avec la représentation nationale, avec ses élus locaux, concourir à ce dialogue, essayer de faire justement l'articulation, le lien, le médiateur, j'en sais rien, je ne sais pas quel mot forcément trouver, entre des nécessités d'arbitrage financier et en même temps des besoins de mobilité. Le médiateur aussi entre une vision nationale des infrastructures et des perceptions sur le terrain, et certains d'entre vous ont été maires le savent, d'injonctions contradictoires parfois ou de choses qui peuvent paraître inadaptées. Donc mon rôle est, avec mon expérience d'élu local, à la fois d'une ville portuaire et à la fois d'une ville qui a voulu mettre l'accent, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, justement sur les questions de transport collectif. Mon rôle là-dedans est vraiment d'essayer de nouer ce lien entre le gouvernement et la représentation nationale, entre le niveau national et le niveau local, d'essayer de faciliter ce débat de manière à arriver au milieu de l'année 2023 avec une vision de l'avenir des infrastructures dans notre pays. Voilà un petit peu comment j'imagine la FIT. Je réponds tout de suite à l'une de vos questions, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas l'intention de briguer la PDG de la RATP, donc la place est prise. J'étais très heureux de me retrouver à la présidence de la FIT. Et je vais vous faire une confidence. Je suis dans mon 2e mandat aujourd'hui. Beaucoup de choses sont lancées aujourd'hui sur Dunkerque. Et j'ai envie de mettre à profit aussi mon expérience locale dans un certain nombre de débats nationaux. Et j'étais très content de pouvoir la mettre à profit sur les mobilités. Parce que je pense qu'on a sur le Dunkerquois une belle expérience en la matière. Et je trouve, je ne suis pas dans une logique de trouver mieux, si telle est votre question. Je suis déjà très content si vous confirmez, bien entendu, cette place à la présidence de la FIT, j'en serais ravi. Voilà, monsieur le Président. Merci monsieur Vergrit. Nous en venons aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à David Valence pour 2 minutes. Oui, notre président l'a dit, le 27 juillet 2022, il y a moins de 6 mois, nous auditionnions Jean Castex, proposé pour prendre la présidence de la FIT France. Aujourd'hui, comme ce jour-là, nous avons en réalité à répondre à 3 questions. Une agence de financement des infrastructures de transport est-elle utile ? Plusieurs autres pays européens ont déjà répondu depuis longtemps par l'affirmative. Depuis sa création en novembre 2004, la FIT France a connu 8 premiers ministres et 8 ministres des Transports qui ont tous considéré qu'il s'agissait d'un outil de sécurisation des financements publics dévolus aux infrastructures et d'un moyen nécessaire mais non suffisant de programmation des investissements dans les transports. Deuxième question, la FIT France a-t-elle besoin d'un président ? Le budget 2023 de la FIT sera le plus important depuis sa création. 4,2 milliards d'euros en autorisation d'engagement, 3,8 en crédit de paiement, dont 1,5 milliard consacré au seul transport ferroviaire, avec des recettes certes issues à la fois de la fiscalité, mais aussi des dotations budgétaires, avec 250 millions de plus pour l'exercice budgétaire 2023. L'agence ne dispose pas de vice-président. Aucun intérim n'est vraiment possible, à part par le DGITM, ce qui n'est pas complètement satisfaisant. Et les projets qu'elle vient financer, que ce soit la mise à grand gabarit de l'Oise ou Marseille en grand, par exemple, ne peuvent pas attendre. Enfin, monsieur le maire, êtes-vous la bonne personne pour exercer cette présidence ?
Le président de l'agence est par définition en contact à la fois avec le gouvernement, vous l'avez dit, dont il doit avoir la confiance, mais aussi avec les collectivités territoriales. Le profil de vos possibles prédécesseurs est significatif à cet égard. 5 présidents en 18 ans, 2 sur 5 avaient été présidents de région et 4 sur 5 avaient été ou étaient maires au moment de leur présidence. Il s'agit en effet d'une présidence non exécutive, avec 5 salariés seulement. Je tiens d'ailleurs à saluer Catherine Mosbrugger, la secrétaire générale. Donc une présidence plus aisément cumulable avec des fonctions exécutives locales que celle de président de l'ADEME, par exemple. Maire de Dunkerque depuis bientôt 9 ans, président de son agglomération, vous êtes beaucoup impliqué dans les dossiers portuaires et de transport urbain. Vous êtes ingénieur général des ponts et vous aurez en rencontré beaucoup dans vos missions, je l'espère. Votre nomination a du reste reçu un avis favorable à l'unanimité du conseil d'administration de la FIT et le groupe Renaissance votera pour votre nomination, bien évidemment. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Madame Annick Cousin. Merci, Monsieur le Président. Il y a seulement 5 mois, cette commission se réunissait pour la nomination de Jean Castex à ce même poste. Une nomination qui lui a uniquement servi de marchepied. Pouvez-vous vous engager à rester à ce poste, car dans le domaine des transports, nous avons besoin de vision à long terme et souvent les projets mettent plusieurs années à voir le jour. La FIT France est le grand coordinateur financier des projets d'infrastructure de transport et de mobilité. Il est doté cette année 2023 du plus important budget depuis sa création. Ainsi, 4,2 milliards sont prévus au titre des autorisations d'engagement et 3,78 milliards au titre des crédits de paiement. Ce budget initial poursuit par ailleurs la mise en œuvre du plan de relance et le financement des grands projets structurants, le canal Seine-Nord-Europe, le tunnel Lyon-Turin, la LGV Roissy-Picardie, entre autres. Votre rôle à la tête de cette agence est très important. Cependant, les grands projets, c'est bien, mais il ne faut pas aussi oublier les transports du quotidien et notamment les lignes TER, les routes indispensables à nos concitoyens. Je suis élue du Lot-et-Garonne, territoire ô combien enclavé, oublié, avec des routes en mauvais état, des fermetures de lignes TER. Les projets et les crédits ne sont que rarement pour les départements comme le mien. Le président de la République a annoncé en grande pompe les RER métropolitains il y a quelques semaines. Ne pensez-vous pas que ces projets renforceront l'inégalité de traitement entre urbains et ruraux? Quid des routes, des lignes TER qui ferment, de la dégradation du service? Dans ma circonscription, l'agglomération du Villeneuvois, qui compte 50 000 habitants, n'est desservie que par une route nationale, pas de gare, rien. Le sens de l'histoire ne serait-il pas de désenclaver ces territoires comme celui-ci? Monsieur Vergrit, vous êtes élu local, maire de Dunkerque, on l'a dit. Si, à l'issue de ce vote, votre nomination est confirmée, allez-vous œuvrer pour orienter les crédits et les projets vers le territoire, notamment les plus ruraux et enclavés, pour les aider à ne pas disparaître? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour la France insoumise NUPES, la parole est à Gabriel Amar. Merci, Monsieur le Président, collègues, Monsieur le maire. Le maire et président d'intercommunalité que vous êtes est à n'en pas douter fortement attaché à la transparence de l'action publique, au souci méticuleux des deniers publics, à la préservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens et aux mobilités du quotidien. En effet, vous aurez quelques dossiers épineux concernant les grands projets que vous appelez structurants, et notamment le Lyon-Turin. Sa déclaration d'utilité publique est caduque depuis fin décembre, puisque les travaux n'ont pas commencé, rien n'a réellement bougé, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ce ne sont pas les agitations de dernière minute de la société Telt qui feront croire le contraire, ni le déplacement de M. Beaune qui l'a fait auprès du dirigeant de la Lega, à Matteo Salvini, le 13 décembre dernier. Et puis, ce qu'il faut le faire à chaque fois, nouveau candidat oblige, je me répète. Le Lyon-Turin est hors la loi parce que son tracé traverse les périmètres rapprochés de captage d'eau potable dans lesquels ce type de travaux sont interdits. Il est hors la loi parce qu'il ne respecte pas la directive cadre sur l'eau en raison des détériorations des masses d'eau. Un maire sait tout cela. Allez-vous signer pour cofinancer des chantiers hors la loi sur la base d'une DUP caduque? C'est ma première question. Enfin, monsieur le maire, je vous sais attaché au transport du quotidien. Le Lyon-Turin n'en est pas vraiment un. Même l'Europe ne veut pas cofinancer ce projet et préférerait une modernisation des lignes existantes. Dans votre réponse à mon collègue Loïc Prudhomme, vous écrivez qu'il sera essentiel de garantir des investissements suffisants et donc d'augmenter
le niveau de recettes. Faudra-t-il créer une autre taxe? C'est ma deuxième question, en quelque sorte, puisque vous vous la posez vous-même. Or, une nouvelle taxe spéciale d'équipement payée par les contribuables de 2340 communes a été votée lors de la loi de finances 2022, certes au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest pour financer la LGV Bordeaux-Toulouse. 24 millions d'euros par an seront payés pendant 40 ans. Ma question est donc, que vous inspire cette taxe pour financer un projet de transport qui n'aidera pas les petites communes, pas même les moyennes? Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour le groupe Les Républicains. La parole est à Madame Christelle Pétex-Levé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur Vergrit, permettez-moi d'abord, au nom du groupe, de vous remercier pour votre présence et pour ce temps d'échange. L'AFIT France est l'établissement public chargé de piloter les investissements de l'État en matière d'infrastructures de transport. Elle n'a toutefois aucun pouvoir dans les choix de programmation. Elle paye la note d'un menu qu'elle n'a pas choisi. Ma première question est donc très simple et concerne les motivations de votre volonté à devenir président de l'AFIT. En effet, je vous connais si dynamique, innovant et déterminé. Pourquoi être candidat à un poste qui, en apparence, a si peu de pouvoir ? Le Conseil d'orientation des infrastructures, présidé par notre collègue David Valence, va remettre ce mois-ci un rapport sur les priorités de financement en matière de transport d'ici 2032. Ces scénarios sont quasiment bouclés et vont donc s'imposer au futur président de l'AFIT, alors qu'il n'y aura, en tout état de cause, pas contribué. En tant que président, quelle sera votre influence réelle pour appliquer, voire adapter ce programme ? Le président de l'AFIT peut toutefois faire valoir, en amont du débat budgétaire, par exemple, sa vision de la trajectoire financière de l'agence et du montant de besoins à satisfaire. Dans le questionnaire du rapporteur, vous indiquez d'ailleurs vouloir tenir un rôle actif, et vous l'avez redit en introduction, auprès du gouvernement pour éclairer ses orientations. Pouvez-vous nous préciser de quelle façon vous entendrez faire valoir votre avis ? La pérennité des recettes de l'AFIT est un sujet d'inquiétude récurrent depuis sa création. L'accise sur les produits énergétiques, ou ex-TICPE, est la recette principale de l'AFIT. Son montant annuel est cependant très variable, car soumis à l'arbitrage de la direction du budget. Il sert à caler le niveau des recettes sur le total des dépenses prévues dans l'année. Par ailleurs, l'agence est également financée par une partie du produit des amendes radar, dont là encore, le montant varie fortement. Ses prévisions pour 2023 tablent d'ailleurs à nouveau sur 250 millions. Comment composerez-vous avec ces budgets tant variables afin qu'ils ne nuisent pas à la bonne gestion de l'agence ? Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. La parole est à Florence Lasserre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vergrit, merci pour vos propos introductifs. Après avoir lu vos réponses au questionnaire, j'aimerais vous interroger sur la singularité de que votre présidence pourrait apporter à la tête de l'AFIT. L'expérience d'un élu local sera sans doute un atout, eu égard aux différents dispositifs en matière de mobilité que vous avez mis en place à Dunkerque. Je pense au programme Éco-Gagnant, un dispositif qui porte ses fruits. Comment l'AFIT, dans son rôle avec les moyens financiers et humains contraints que nous connaissons, pourrait encourager et aider à se généraliser des pratiques comme celle-ci ? Ensuite, je souhaiterais connaître votre avis sur la pertinence d'une loi de programmation des transports pour planifier sur plusieurs années les recettes et dépenses de l'État et de ses collectivités. À titre d'exemple, la loi Climat et Résilience prévoit d'autoriser les régions à mettre en place, à titre expérimental, une taxe poids lourd sur les routes nationales. Or, la création par chaque région de son propre mécanisme de taxation avec des taux différents pourrait entraîner une rupture d'égalité devant l'impôt et la question de l'utilisation des recettes de cette taxe se pose également. Cette idée de loi de programmation des transports a été proposée par plusieurs acteurs, je souhaiterais donc avoir votre avis là-dessus. Je pense enfin aux annonces récentes du président de la République concernant le développement de RER dans 10 métropoles françaises comme alternative à la voiture. L'ampleur de ce chantier nécessitera à minima un pilotage harmonisé. Quel rôle l'AFIT pourra-t-elle prendre dans ce chantier ? Je vous remercie pour vos éclairages. Merci, chers collègues, pour le groupe socialiste et apparenté. La parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Monsieur Verriette, le bilan des financements de l'AFIT démontre que deux postes se dégagent particulièrement, le routier d'une part et le ferroviaire d'autre part. S'il connaît un redressement pour 2023, le poste transport collectif d'agglomération et mobilité active a fait l'objet d'un financement bien inférieur aux deux premiers postes de dépenses pendant 15 ans sur la période 2005-2020. Alors, monsieur le candidat, en qualité de président potentiel, que pensez-vous de ce déséquilibre ? Quelles seront vos priorités à l'avenir ?
Il faudra poursuivre les investissements dans le ferroviaire et même les renforcer pour atteindre les 3 milliards d'euros par an indispensables pour décarboner durablement nos mobilités. Fret, voyageurs, entretien des lignes, etc. La question du financement de nouvelles infrastructures se pose. Est-ce le moment de continuer à inciter l'usage de la voiture ? Un rééquilibrage au profit des transports collectifs d'agglomération semble indispensable. Cela sera même une obligation pour tenir la promesse présidentielle des RER métropolitains. La présentation du rapport du comité d'orientation des infrastructures a été plusieurs fois reportée. Néanmoins, plusieurs informations dévoilées par les Échos vont dans le sens d'un scénario central dit de planification écologique, doté d'une enveloppe comprise entre 26 et 28 milliards. Une grande partie des efforts serait concentrée sur le ferroviaire, développer le système européen de gestion des trafics des trains, les tours de contrôle automatisés, faire sauter les bouchons des voies en approche de grandes gares parisiennes, etc., régénérer le réseau existant. Alors, Monsieur Verriette, comment appréhendez-vous les éléments du rapport du COI auxquels vous n'aurez pas contribué ? Vous avez évoqué dans le questionnaire l'ouverture d'une période d'intense réflexion sur le devenir de la stratégie nationale en matière d'infrastructures de transport, avec au bout une réactualisation de la LOM et la nouvelle trajectoire de la FIT pour 2023-2027. Alors, quelle forme prendront ces intenses réflexions et quels acteurs seront invités autour de la table ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Vincent Thiébaut. Merci, Monsieur le Président. Depuis sa création, la FIT permet de coordonner le financement des grands projets d'infrastructures de transport, aussi bien fluviaux, ferroviaires ou routiers, et de simplifier surtout le dialogue entre le gouvernement et les élus locaux. Tout en garantissant le respect des orientations stratégiques du gouvernement et de l'application des lois, notamment je pense à la loi d'orientation de mobilité, elle permet de développer une vision à moyen et à long terme du financement et de l'investissement de nos infrastructures. Face aux forts enjeux que nous rencontrons, comme le dérèglement climatique ou l'hypermétropolisation, il nous faut agir rapidement, avec efficacité et ambition, avec la recherche de nouveaux moyens de transport décarboné, densifié et davantage collectif. Et dans ce cas, la FIT joue un rôle essentiel dans ces combats et nous pouvons saluer l'augmentation de son budget qui a été complété aussi avec l'apport du plan de relance à hauteur de 2,44 milliards d'euros en totalité pour la FIT. On ne peut qu'encourager cette augmentation qui permettra de poursuivre les grands projets actuels comme le canal Saint-Nord Europe ou encore la nouvelle route du littoral à La Réunion et de soutenir les prochains projets qui verront le jour, notamment dans nos territoires. La FIT a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part de la Cour des comptes, en mettant en avant son manque d'autonomie, de son absence de pouvoir de décision. Toutefois, elle est essentielle pour favoriser le dialogue entre l'État et les collectivités, mais aussi avec les citoyens. Cette recherche du dialogue sert les intérêts de tous pour tenir compte des spécificités de chaque territoire, de développer les infrastructures du quotidien qui sont essentielles pour l'ensemble de nos citoyens, de transport les plus pertinents possibles aussi par rapport aux enjeux que l'on rencontre. Monsieur Vergiette, la FIT fait face aujourd'hui à des défis majeurs. Son rôle de la transition écologique à mobilité de concitoyens, notamment de le déplacement du quotidien, sont absolument essentiels et déjà affirmés. Ils sont amenés à se développer. Pourriez-vous aujourd'hui nous préciser la manière dont vous comptez, en tant que président de la FIT, renforcer le lien entre l'État, les territoires et surtout répondre aux besoins du quotidien de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire français ? Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vergrit, les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est l'activité qui contribue le plus au changement climatique dans le pays. La quasi-totalité des émissions de ce secteur sont induites par la combustion de carburants fossiles. Pour engager la transition écologique, il faut donc d'urgence décarboner les transports et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Dans un contexte de hausse des prix des carburants, c'est non seulement un impératif écologique, mais également un enjeu de pouvoir d'achat. Face à cette double urgence, les fonds importants dont dispose la FIT sont un levier stratégique. Les investissements doivent cibler en priorité le fret de marchandises et les transports du quotidien pour réduire, lorsque c'est possible, la place des véhicules individuels et augmenter la part des modes de transport les moins polluants. Investir dans les infrastructures de transport du quotidien, c'est cibler les petites lignes ferroviaires, les transports en commun en site propre dans les agglomérations et les infrastructures cyclables. Pourtant, une part très importante des fonds de la FIT reste dirigée vers des grands projets inutiles. Des LGV et des autoroutes concentrent l'argent public. Ces grands projets inutiles détruisent la biodiversité et ne permettent pas de s'attaquer aux mobilités du quotidien qui sont l'essentiel du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En Nouvelle-Aquitaine, où je suis élu, les petites lignes ferroviaires et le réseau de TER sont dans un état déplorable, alors même qu'on s'apprête à engager 14 milliards d'euros dans une LGV. Ce projet ne répond pas aux besoins des habitants et prive le train du quotidien des moyens nécessaires à la sortie du tout-voiture. Vous êtes donc candidat à la présidence de la FIT. Quelle est votre position sur ces grands projets inutiles? Et plus largement, quelles priorités identifiez-vous dans la décarbonation de nos transports? Merci pour vos réponses. Merci, chers collègues. Est-ce que pour la gauche démocrate et républicaine, on n'a pas d'orateur, mais est-ce qu'il y a des collègues? Non. Pour le groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, la parole est à Benjamin Sainte-Huile. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Bonne année, bonne santé. Monsieur Vergrit, cher Patrice, moi je vais aller à l'essentiel. Je me réjouis de la proposition qui vous a été faite parce que la trajectoire qu'est la vôtre témoigne d'une vraie capacité à engager un dialogue dont on a éminemment besoin dans les années qui viennent. 2-3 remarques par rapport à ce qui a été évoqué. Premier sujet, vous avez dit, je reprends vos termes exacts, c'est une année charnière pour la définition de l'ambition du pays. Je ne reviens pas sur le travail qui est porté par David Valence et la Commission. La question qui a déjà été soulevée, je vous la repropose. Comment vous bossez dans les 6 mois qui viennent ? Comment vous faites en sorte d'être partie prenante de ce dialogue pour pouvoir vous saisir ensuite des décisions qui seront prises? Premier sujet. Deuxième sujet, je vais pas revenir sur les infrastructures importantes que vous allez devoir accompagner et conduire, qu'elles soient nécessaires, mais je vais vous parler des transports du quotidien comme beaucoup de mes collègues avant moi. En vous parlant des territoires, vous êtes issu d'un territoire qui a pris des décisions ambitieuses pour permettre aux gens de répondre à un besoin de mobilité, mais aussi à des questions liées au pouvoir d'achat. Le financement des transports publics dans les territoires que je qualifierais de périphériques, il est notamment lié à la question du versement mobilité et aux difficultés que peuvent avoir un certain nombre de territoires à activer ce levier ou être au bout de ce levier. Et donc moi je souhaite savoir si dans les fonctions qui sont les vôtres et au regard du parcours qui a été le vôtre, vous serez en situation d'organiser ce dialogue avec des territoires qui ne sont pas concernés par les grandes infrastructures et qui pour autant, ça a été dit par les uns et les autres, sont les premiers impactés par cette absence de mobilité du quotidien. Et donc comment la FIT prendra sa part? Ce n'est pas son rôle de départ en quelque sorte, mais si vous voulez que cet outil rayonne et que finalement la loyauté que vous devez au gouvernement ne vous empêche pas une certaine autonomie de pensée et d'action, comment vous allez travailler avec eux? Enfin, et pour ne pas être plus long, simplement souligner qu'effectivement, on parlera beaucoup, c'est normal, des infrastructures routières et ferroviaires, mais sur le transport collectif de manière large, on est pour un certain nombre de territoires français en retard et que du coup, toutes les initiatives seront les bienvenues. Merci, chers collègues. Monsieur Vergrit, vous l'avez compris, les questions sont nombreuses. Je vous laisse le soin de répondre à nos orateurs de groupe. Et puis, nous avons d'ores et déjà une petite dizaine de questions d'1 minute qui nous attendent. Je vous en prie. D'accord, merci à vous pour l'ensemble de vos interventions. Je vais pas essayer de répondre individuellement, mais peut-être globalement, parce que finalement, j'ai vu des thèmes assez transversaux dans ce qui a été évoqué. Le premier thème, c'est finalement la question des trains du quotidien. Et j'y suis forcément sensible. Élu des Hauts-de-France aujourd'hui, je pense que c'est pareil en Île-de-France aujourd'hui. Je viens du Sénat où on m'évoquait la situation en Alsace. Je pense qu'aujourd'hui, la question des trains du quotidien est évidemment une question centrale. Je pense aujourd'hui fondamentalement que l'un des enjeux dans la lutte contre le dérèglement climatique est évidemment, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la question du report modal, mais aussi sur le nécessaire maillage du territoire. J'ai beaucoup insisté là-dessus lorsque j'étais au Sénat. Peut-être que depuis 30 ans, c'est-à-dire notre pays, collectivement, n'a peut-être pas su repenser le maillage de l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire la façon dont on articule les métropoles, les villes moyennes, les petites villes, la ruralité. La question aussi des multimodalités qui vont avec ce modèle-là. Et donc, je réponds à l'une des questions qui était, par exemple, sur le RER métropolitain, à un moment donné, qui est évoqué. Moi, je ne vois le succès du RER métropolitain, non pas comme le lien entre une métropole et sa banlieue, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt et qui, finalement, ne ferait qu'approfondir l'étalement urbain et repousser un peu plus loin les limites de la métropole. Mais la façon dont on va réussir
à mailler l'ensemble du territoire, une métropole avec ses villes moyennes, avec ses petites villes et avec la ruralité. C'est cette question du maillage aujourd'hui de la France qui est, à mon avis, devant nous et qui doit être au cœur de nos réflexions. Et les trains du quotidien en font partie, évidemment, puisqu'ils sont des éléments structurants de ce maillage. Tout à l'heure, je l'évoquais quand je le disais très rapidement, à la fin des années 90, la Datar évoquait l'idée d'un polycentrisme maillé. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que la meilleure façon de réussir la lutte contre le dérèglement climatique est de se redonner une vision collective de ce que doit être le maillage du territoire en termes de mobilité. Voilà. Donc j'y réponds très concrètement. Et pour ça, j'oppose pas forcément le LGV, parce que il y a évidemment aussi des aspirations d'un certain nombre de nos concitoyens à l'échelle nationale de disposer de ce que d'autres régions ont pu bénéficier. Il est assez logique d'imaginer que les habitants de Bordeaux ou du Sud-Ouest peuvent avoir envie de disposer des mêmes infrastructures que ce qu'il y a en France. Moi, à Dunkerque, j'ai la chance d'avoir un TGV ou à Strasbourg. Donc c'est vrai qu'il y a des aspirations à un maillage aussi qualitatif sur l'ensemble de nos régions. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, les choses sont aujourd'hui lancées. Mais là où je veux vraiment insister, c'est que, et moi je veux vraiment peser là-dessus, c'est vraiment peser sur cette question du maillage et la vision qu'on se donne du maillage demain. Donc la question du train du quotidien est évidemment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi je veux bien venir dans le Lot-et-Garonne, ça a été évoqué, et effectivement en donner une traduction très concrète. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez évoqué la question, à l'image de ce qu'a dit le rapporteur tout à l'heure, du question du pouvoir de l'AFIT. C'est-à-dire finalement un président de l'AFIT, est-ce que c'est une caisse d'enregistrement ou est-ce qu'il y a un véritable pouvoir ? Je crois d'essayer d'avoir répondu à cette question-là via cette idée du conseil de surveillance. Je pense qu'il faut l'assumer. Et je le dis, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout statutairement. Et dire que l'AFIT, ce n'est pas un conseil d'administration, c'est un conseil de surveillance. Je pense qu'il faut peut-être aller jusqu'au bout. Un conseil de surveillance d'un grand port maritime, est-ce qu'il n'a pas d'influence ? Bien sûr que si. Je suis vice-président du conseil de surveillance du grand port maritime, j'ai une influence sur le port. J'ai une visibilité de tous les projets du grand port maritime de Dunkerque. Je peux peser. J'ai une discussion régulière avec son directeur, président du directoire en l'occurrence. Est-ce qu'un conseil de surveillance d'un hôpital n'a aucune influence sur les décisions ? Mais absolument pas. En tant que membre du conseil de surveillance de l'hôpital aujourd'hui, je pèse sur les décisions qui sont faites aujourd'hui à l'hôpital. De la même manière, demain, un président de conseil d'administration de l'AFIT, son véritable pouvoir est celui d'un pouvoir de président de conseil de surveillance d'un grand port maritime et d'un hôpital. C'est un pouvoir d'influence. Et c'est ce que disait à un moment donné monsieur le député Saint-Huil, quand il évoquait le pouvoir d'influence que peut avoir, notamment quand étaient évoqués les trains du quotidien, quand est évoqué le maillage territorial à l'échelle de villes qui n'ont pas cette possibilité de mobiliser du versement mobilité. Donc pour moi, je veux vraiment insister là-dessus. Peut-être qu'effectivement, mes prédécesseurs n'ont pas posé les choses de manière aussi claire, mais moi je le dis très sincèrement, ma motivation, elle est liée à cette idée que ce serait l'équivalent d'une présidence de conseil de surveillance. Ben, ça m'intéresse, parce que je pense que je vais pouvoir apporter une contribution à ce débat. Quand je parlais du train du quotidien tout à l'heure, quand j'évoquais la nécessité d'une vision en termes de maillage, je pense pouvoir apporter ça dans ce débat-là. Il y a une autre question, c'est que vous avez tous posée, c'est l'organisation du débat pour les 6 mois qui viennent. Parce que je l'ai dit dans mon introduction, les 6 mois qui sont devant nous, c'est 6 mois majeurs. Ça va donner. Vous avez vu que l'AFIT a suivi la trajectoire de la LOM, elle continuera à suivre la trajectoire de la LOM. Donc le débat qu'on va avoir sur le niveau de dépenses que vous allez voter quand vous allez voter l'actualisation de la LOM va être un moment très important pour l'avenir des infrastructures de notre pays dans les 5 ans qui viennent. Et donc, effectivement, quelle va être la nature de ce débat ? Je pense qu'il doit être le plus approfondi possible. Je veux y prendre toute ma part, mais toute ma part, je l'ai dit, dans une logique de dialogue, d'échange. Donc, je veux aller sur le terrain au maximum dans les 6 mois qui viennent, parce que l'avis des élus locaux, ça m'intéresse de pouvoir le mettre à contribution du débat. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais pris l'engagement au Sénat d'aller à Strasbourg. Moi, je veux bien aller dans le Lot-et-Garonne, je veux bien aller ailleurs, parce que je veux pouvoir ramener la voix des territoires dans ce débat-là. Et ça doit se faire aussi avec la représentation nationale. Si vous choisissez de me confirmer à la présidence de l'AFIT, je reviendrai vite vers vous, Monsieur le Président, parce que je voudrais faire vivre ce débat, parce que les décisions que vous allez voter probablement juste avant l'été ou à l'été, je ne connais pas le calendrier de l'Assemblée, en tout cas, seront très structurants, très structurants
non seulement pour la FIT, mais pour l'avenir de nos infrastructures de transport. Et ça va être des décisions difficiles et lourdes, voilà, à la fois sur le niveau de dépenses que vous donnez en termes d'ambition et les recettes qui vont aller avec. Et le débat est ouvert, j'ai envie de dire, le débat est ouvert, et je veux y prendre toute ma part, et dans l'animation la plus importante, voilà, je réponds à cette question, quelle forme du débat? L'animation, le dialogue, l'échange, et vous pouvez compter sur moi pour faire circuler cette parole. Après, donc je crois avoir répondu aussi sur la question du lien entre l'État et les territoires. Je ne vais pas dire le contraire de ce que je disais quand j'étais élu local et pas candidat à la présidence de la FIT. Je pense qu'il y a un grand enjeu devant nous aujourd'hui qui est de réussir à mieux articuler l'État au territoire aujourd'hui, l'État et les collectivités locales aujourd'hui. On a à faire des progrès en la matière collectivement. Sur la question les équilibres à trouver route versus rail ou fluvial. Évidemment, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir le report modal de la route vers le fluvial et le rail. C'est une évidence dans une logique de décarbonation des mobilités, dans une logique d'aménagement du territoire. Et il est vrai que la question du fret est une question essentielle en la matière. La FIT y contribue déjà beaucoup, puisque l'essentiel de ses ressources viennent plutôt de la route. Et l'essentiel de ces dépenses aujourd'hui, à 85-90%, vont plutôt dans des mobilités décarbonées. Elles y contribuent. Effectivement, demain, il faudra accélérer encore dans ce domaine et veiller effectivement à encourager ce report modal. Donc le report modal sur les déplacements longue distance, notamment le fret, donc de la route vers le fluvial et le rail, mais également encourager le report modal des mobilités du quotidien, des mobilités intra-urbaines, de la voiture vers le vélo et le transport collectif. Vous avez vu par exemple que la FIT a multiplié par 5 son budget sur les mobilités actives en 2023. Dans son budget, c'était 50 millions par an qui étaient consacrés à la question des mobilités actives, le pont mobilité active. Pour 2023, je disposerai d'un budget de 250 millions x 5. Est-ce que c'est suffisant? On aura le débat dans les 6 mois qui viennent, puisque je pense que le COI pointera, je ne peux pas me mettre à la place de monsieur le député Valence, mais je pense que le COI, à mon avis, viendra sur la question des mobilités actives, et nous aurons, à mon avis, à nouveau ce débat pour savoir si 250 millions, c'est le bon niveau d'ambition de l'État, ou s'il faut plus. En tout cas, c'est un débat qu'on aura. Mais je ne veux pas nier le fait que des efforts sont aujourd'hui faits. D'ailleurs, un comité interministériel et un nouveau plan vélo sont en préparation. J'ai été séduit forcément par l'allusion qui a été faite au programme éco-gagnant. Madame la députée est partie à Dunkerque. C'est vrai qu'on a choisi... on a évidemment cette ambition de décarbonation des mobilités intra-urbaines au niveau de l'agglomération dunkerquoise, et on a choisi le pouvoir d'achat comme levier de la transformation. C'est-à-dire, on s'est dit que plutôt que moraliser, plutôt parfois que de contraindre violemment, on a choisi l'arme du pouvoir d'achat pour pouvoir changer des pratiques du quotidien. Ça a marché sur le transport collectif. Vous savez que l'agglomération dunkerquoise a connu une progression de la fréquentation du transport collectif en semaine de plus 110% en 4 ans. Aucune agglomération n'a fait cette progression dans l'histoire. Je crois même que c'est un record mondial. Et une progression de plus de 200 à 300% le week-end. Nous sommes en train de le faire sur le vélo, et après une année de mise en œuvre du nouveau plan vélo, c'est plus 42% de fréquentation d'usage du vélo sur l'agglomération dunkerquoise. Donc l'arme et le levier du pouvoir d'achat pour transformer les pratiques du quotidien, effectivement, ça fonctionne. Donc effectivement, c'est un levier qui pourrait être utilisé. C'est sans doute pas le seul. C'est sans doute pas le seul. Il peut y avoir des questions de santé, il peut y avoir des questions de cadre de vie, il peut y avoir d'autres moyens pour essayer d'amener nos concitoyens à changer de pratique par rapport aux mobilités. Mais c'est vrai qu'en tout cas, au niveau de la FIT, c'est quelque chose que j'aurais en tête, même si le financement des infrastructures déborde évidemment le cadre intra-urbain qui relève davantage des collectivités locales. Enfin, il y a une question loi de programmation versus loi d'orientation qui a été évoquée. Je vais le dire très sincèrement, la loi de programmation me fait un peu peur pour 2 raisons. C'est pour ça que j'ai plutôt parlé d'actualisation de la LOM. La loi de programmation me fait peur pour 2 raisons. La première raison, c'est le calendrier.
Et j'ai peur d'un glissement qui pourrait être très important en termes de loi de programmation. Or, je pense qu'il y a urgence. Et la deuxième raison, c'est une loi de programmation contrainte et donc à peu de souplesse en termes de financement. Or, je pense qu'aujourd'hui, aucun financement ne doit être perdu sur les infrastructures de transport à l'échelle nationale. Et si des engagements sont pris sur de nouvelles recettes ou c'est des perspectives de plus fortes dépenses, je pense qu'il ne faut absolument pas les perdre si demain des projets ne pouvaient pas se faire. Et donc pouvoir les redéployer sur d'autres ambitions me paraît souhaitable. Merci, Monsieur Vergrit. Nous en venons donc aux questions pour... J'imagine que c'est sur le Lyon-Turin et sur les recettes supplémentaires, mais donc ce que je vous propose, c'est que... Sur les recettes supplémentaires... Non, mais excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire, puisque vous relancez, on va prendre un certain nombre de questions et puis Monsieur Vergrit répondra. Non, mais... Non. D'abord, ce n'est pas moi qui change les règles, c'est le bureau qui change les règles, d'une part. Et d'autre part, on a changé les règles ensemble lorsqu'on pose des questions, pas lorsqu'on fait des oraisons. Donc, oui, non, mais c'est très clair. Je vous renverrai, si vous voulez, les décisions que nous avons prises ensemble au bureau. Donc, il n'y a pas de difficulté. Monsieur Vergrit vous répondra une fois que l'ensemble des collègues auront pu poser leurs questions. Sandrine Lefeur, pour 1 minute. Non ? D'accord, mais on continue donc avec Alexandra Masson. Oui, Monsieur le Président, effectivement, on a un petit sentiment de frustration ce matin parce qu'un certain nombre de questions, on devait déjà les poser à Monsieur Castex, on n'a pas pu le faire. Donc nous recommençons avec grand bonheur, bien sûr, puisque nous sommes là pour ça. Donc en 2021, la FIT a dépensé 264 millions d'euros pour les projets de ligne grande vitesse, Bordeaux-Toulouse, Marseille-Nice, Montpellier-Perpignan, Paris-Normandie, Roissy-Picardie, et 127 millions d'euros ont spécifiquement été dédiés pour la très controversée ligne Lyon-Turin dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, où de nombreuses questions vous ont déjà été posées, pas toutes avec réponse. A l'inverse, seulement 93 millions d'euros ont été engagés pour les transports du quotidien, spécifiquement le TER ou transport express régional. Allez-vous enfin renverser la vapeur pour remédier aux difficultés qui touchent les Français chaque jour sur les rails où les retards, les suppressions de trains et les manques de personnel ou de matériel se succèdent depuis plusieurs mois? Ou allez-vous poursuivre en grand, pour reprendre les termes du président de la République, la doctrine du tout TGV? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le Conseil d'administration de la FIT, en décembre dernier, a examiné et approuvé le budget initial de l'année 2023, qui constitue le plus important budget de l'agence depuis sa création en termes de dépenses. 100 millions d'euros ont été inscrits dans le budget initial pour accroître l'effort de régénération du réseau ferroviaire. Il y a urgence à agir. Urgence climatique d'abord, alors que le train est un mode de déplacement peu polluant. Urgence sociale ensuite, vu le déclassement ferroviaire des territoires ruraux. Je peux en témoigner pour ma circonscription dans l'Aisne. La Cour des comptes estime que 22% du réseau national des petites lignes de train est touché par des arrêts de circulation dus à un délabrement du réseau ferroviaire secondaire. Monsieur Vergrit, alors que la Première ministre a affirmé sa radicalité écologique devant notre Assemblée en juillet dernier et que la colère monte dans les territoires abandonnés au vu de l'état déplorable de l'infrastructure ferroviaire, ma question est simple. Avez-vous les moyens de vos ambitions? Je vous remercie. Merci. La parole est à Daniel Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vergrit, merci pour vos propos qui nous confortent dans l'idée que vous ferez un excellent président de la FIT. En effet, vous avez parlé beaucoup de maillage du territoire, de terrain, de relations avec les élus locaux. Et donc, je vous invite dès maintenant dans le Jura. Vous y serez très bien accueillis. Je voulais aussi vous féliciter pour votre idée de conseil de surveillance. Donc, aurez-vous un pouvoir sur la SNCF qui, par exemple, supprime des trains qui existent déjà? Je veux parler en particulier du TGV Strasbourg-Marseille. Donc, il n'y a pas d'investissement à faire.
Il suffit de remettre cette ligne de TGV qui est un TGV d'équilibre du territoire est très important. Et puis d'autre part, je voulais vous questionner sur le transfert des routes nationales aux départements. Donc les départements sont partants puisqu'ils auront une compensation, mais il se pose quand même des questions sur le fait que l'AFIT s'occuper de la régénération des routes nationales et en cas de coup dur, de gros investissements, est-ce que l'AFIT sera toujours à leur côté? Merci. Merci. La parole est à Nicolas Ray. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Vergrit, vous le savez, certaines régions, comme l'Auvergne, souffrent encore d'un profond désenclavement routiers, désenclavement ferroviaire. Vous le savez sûrement, les travaux de la ligne Paris-Clermont connaissent de nombreuses difficultés et sa modernisation va prendre du retard à cause d'une nouvelle étude d'impact imposée par l'autorité environnementale. Ma question, ne pensez-vous pas que cette autorité sans légitimité démocratique freine aujourd'hui le développement de nos infrastructures devenues urgentes et ne faudrait-il pas modifier les compétences de l'agence afin de lui donner plus de marge de manœuvre sur la conduite des travaux de modernisation ? Enfin, en milieu rural, vous le savez, le ferroviaire n'est pas le mode de transport le mieux adapté, notamment pour les trajets courts. Veillerez-vous à ce que la route nécessaire au désenclavement de nos petites villes ne soit pas délaissée et qu'une juste répartition soit assurée entre les différents modes de transport? Merci. Et enfin, sur cette première série de questions, Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Monsieur Vergrit, ma question aura pour thème les défauts d'exécution budgétaire des crédits de l'AFIT. En effet, l'AFIT est censée respecter une trajectoire d'investissement fixée par la loi LOM. Or, cette trajectoire n'est quasiment jamais respectée dans les faits. En 2019, les dépenses de l'AFIT ont été inférieures de 218 millions d'euros par rapport à l'objectif, en raison de recettes des amendes de radar plus faibles que prévu. En 2020, le différentiel était de 158 millions à cause de la crise sanitaire. En 2021, ce n'est qu'à la faveur du plan de relance que la cible a été atteinte. En 2022, ce delta négatif se monte à nouveau à 257 millions d'euros. Les sous-consommations de crédit ne s'expliquent que cette fois par le déficit de telle ou telle recette, mais par le retard pris par certains chantiers, notamment au titre du fret sur le plan de relance ou des appels à projets dans les transports collectifs, en raison de promesses trop ambitieuses de la part des maîtres d'ouvrage. Il est tout de même déplorable que l'État ne soit même pas capable de consommer l'ensemble de ces crédits sur un sujet qui en a tant besoin. Que comptez-vous faire, monsieur, pour pallier à ces problèmes? Merci. Merci, chers collègues. Alors, je vous laisse le soin de répondre à cette première série de questions et bien entendu pour apporter des précisions aux réponses que vous avez apportées à la question de M. Gabriel Amar. D'accord. Non, la question des recettes supplémentaires, je pensais y avoir répondu quand j'ai dit qu'effectivement c'était l'un des thèmes qui allait être au cœur du débat qu'on va avoir dans les 6 mois, tout simplement. Donc je pense que ce n'est pas un débat lié à ma candidature à la présidence de l'AFIT, c'est bien le débat, si vous me confirmez à la présidence de l'AFIT, qu'on aura ensemble et avec le gouvernement sur les 6 mois à venir et à la suite du rapport du COI. Le rapport du COI nous donnera un état des lieux et une vision de ce que doivent être les besoins en termes de dépenses. Il y aura déjà ce débat sur le niveau de dépenses qu'on se donne et ce qu'on fixe en termes d'ambition. Et ensuite s'ouvrira le débat sur les recettes, avec là plusieurs perspectives. Des recettes à caractère local, on l'a vu avec les sociétés de projet. Je crois qu'une ou un des députés s'était exprimé sur l'idée d'une rupture d'égalité territoriale sur ces questions. Néanmoins, c'est aussi quelque part celui qui en bénéficie directement qui contribue. Donc il y a des perspectives de recettes qui peuvent se trouver via les sociétés de projet. Et puis il y aura forcément un débat sur éventuellement une recette nationale. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, je ne vais pas voler le débat à la représentation nationale, c'est votre débat et je pense c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui sur la nécessité de bien préparer ces 6 mois parce que cette question-là, elle est, si vous me confirmez, c'est la prochaine question qu'on va aborder ensemble. Et là-dessus, je ne veux pas vous faire l'injure de dire toutes les possibilités qui existent aujourd'hui en la matière. Donc je pensais y avoir répondu, excusez-moi, en évoquant le débat qu'on aura dans les 6 mois. Sur la question, là aussi, je pensais avoir répondu sur l'équilibre LGV transport du quotidien.
Bon, je le redis, ma sensibilité au transport du quotidien est réelle et je l'ai évoqué dans cette idée de repenser le maillage territorial de la France. Cette question du maillage me paraît essentielle. Je le lie d'ailleurs à la question des routes, parce que c'est aussi la question de la multimodalité qu'il faut penser aujourd'hui. Je peux vous donner l'exemple de mon territoire dunkerquois aujourd'hui. On a mis effectivement un système de transport collectif qui est aujourd'hui performant à l'échelle de l'agglomération. On a engagé toute une réflexion avec la communauté de communes à caractère plus rural qui est juste à côté, pour savoir comment on allait réussir à convaincre les gens d'abandonner la voiture en cours de parcours. Et je peux vous dire que dans une ville moyenne ou une petite ville, penser la multimodalité, penser de commencer avec un mode et finir avec un autre mode de déplacement, je peux vous dire que c'est une révolution copernicienne. Et donc on essaie effectivement d'avancer sur cette question, et ça relève aussi de la question du maillage, effectivement, et du maillage territorial. Donc cette question de la route, elle ne doit pas être pensée simplement, j'ai envie de dire, dans une logique routière, mais dans une logique de contribution à de la multimodalité et du maillage du territoire à l'échelle nationale. Le Lyon-Turin, là pareil, je pense que vous le savez, vous savez que les travaux ont commencé, et donc de fait la DUP a été confirmée, et je confirme que l'Union européenne finance bien le Lyon-Turin. Donc moi, là-dessus, je ne suis pas le plus qualifié pour y répondre. Mais en tout cas, voilà l'état des choses, si telle était votre demande. Enfin, un certain nombre de choses sur l'exécution du budget de la FID. Pour 2022, c'est 99%. Donc, j'ai envie de dire, on est sur une année sans doute un peu exceptionnelle. Mais votre question était sans doute ailleurs. Elle était sur les retards des chantiers, en réalité, et pas forcément sur la question de l'exécution du budget. Oui, il est évident aujourd'hui qu'on connaît des retards de chantier. Il est évident qu'aujourd'hui, un certain nombre de maîtres d'ouvrage, comme vous l'avez dit, monsieur le député, ont tendance à surestimer la capacité à pouvoir faire les choses dans les temps. Je pense qu'on ne mesure pas encore assez ce que signifiera un investissement, par exemple, massif sur le rail, en termes de temps et de délai. Je pense que c'est des chantiers longs. Alors peut-être qu'aussi SNCF Réseau doit pouvoir se mobiliser autrement pour pouvoir essayer de mieux préparer les choses. Pour autant, je pense que quoi qu'il arrive, ce sera effectivement du délai long de pouvoir investir à la hauteur des besoins aujourd'hui sur la question du rail. Donc voilà, je suis sensible à ce que vous avez dit sur la question des retards des chantiers. J'essaierai en tant que de besoin. On n'a pas de pouvoir sur la SNCF, juste un léger pouvoir d'influence à travers les crédits que l'on peut effectivement distribuer. Mais en tout cas, je suis sensible à ce que vous avez dit sur la question des retards des chantiers. Là, j'espère ne pas avoir oublié, mais si j'ai oublié, n'hésitez pas à me relancer. Ce n'est pas une volonté de ma part. Je ne veux pas qu'il y ait le sentiment d'éluder une question ou quoi que ce soit. D'autant plus que je vous dis, si vous me confirmez à la présidence de la FIT, on aura un beau débat, je pense, dans les 6 mois ensemble. Donc on aura l'occasion de revenir sur pas mal de questions, je pense. Nous allons donc continuer dans une série de questions. La parole est à Jimmy Pahin. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, on a eu un point d'étape et sur la loi climat et résilience où on a beaucoup parlé des ZFE. Alors, je voulais avoir un petit peu votre avis sur cette question-là. De ce que j'ai retenu, c'était quand même difficile à mettre en place, nos ZFE, alors qu'elles sont vraiment importantes en termes de voies de circulation, en termes de financement des véhicules. Notre collègue Bricout a insisté sur le leasing social. Moi, je voulais avoir votre avis là-dessus et savoir si finalement, même si vous voulez vous en extraire un petit peu, est-ce que Dunkerque n'est pas le laboratoire ZFE parfait sur lequel il faut qu'on arrive tous à travailler pour vite arriver à ce que vous avez parlé de la priorité de la décarbonation des mobilités? Merci, chers collègues. La parole est à Chantal Jourdan. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Vergrit, j'ai entendu votre préoccupation par rapport au maillage du territoire, maillage donc en ligne ferroviaire, et vous le mettez donc en lien aussi avec la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, ce qui me paraît tout à fait donc adapté. Moi, je voudrais vous signaler une situation en fait qu'on retrouve dans beaucoup de territoires ruraux. J'habite dans le département de l'Orne. C'est un département déjà très peu pourvu en ligne ferroviaire, avec peu d'arrêts, déjà, pour première chose. Et on voit de plus en plus une adéquation, Bref,
je vais pas y arriver. Enfin, en tout cas, vraiment quelque chose qui ne concorde plus entre la demande et donc la demande des voyageurs qui est de plus en plus importante et donc l'offre qui est réduite d'une part, et par ailleurs aussi des demandes donc de transport au niveau des entreprises et des entreprises qui n'obtiennent pas de réponse donc de la part de la SNCF, mais donc en matière de possibilités ferroviaires. Merci. Donc je voudrais savoir comment vous comptez traiter ces problèmes, enfin du moins cette question du maillage territoire et de la réponse que l'on pourrait donner. Merci. La parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président. Jean Castex pointait lors de son audition la nécessité de renforcer la transparence de l'agence et notamment de rendre plus clairement compte de l'usage des fonds confiés à l'agence. Quelle est votre position sur ce sujet ? Pensez-vous que la communication de l'AFIT à destination de nos concitoyens, qui sont de plus en plus vigilants sur les questions de transport, soit suffisante aujourd'hui ? Pensez-vous qu'elle soit perfectible ? L'AFIT peut-il bien se faire entendre efficacement face au ministère des Transports ? Je suis élu du Nord, vous êtes maire de Dunkerque, ville qui se développe de manière exponentielle au plan économique, et je vous en félicite. Que pensez-vous du canal Seine-Nord-Europe ? Ça, c'est vache. N'y a-t-il pas de chevauchement de votre mission avec l'ART, Agence de régulation des transports ? Nous avons en France beaucoup trop d'agences que j'ai dénoncées à plusieurs reprises. Quel est votre point de vue là-dessus ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Daniel Grenon. Merci, Monsieur le Président. Certes, les habitants des métropoles ont toujours besoin de nouvelles solutions de transport en commun, puisqu'on les empêche de plus en plus d'utiliser leur voiture. Mais vous connaissez l'état déplorable des RER en région parisienne, sous-investissement chronique entraînant des problèmes techniques quotidiens, retard, saleté, insécurité. Les ressources de la FIP sont hélas limitées et les budgets 2023 est supérieur à ces ressources. Dans votre réponse au questionnaire, vous prônez l'ouverture vers la population. Comment comptez-vous arbitrer l'investissement dans de nouvelles infrastructures et l'investissement dans la remise à niveau des infrastructures existantes ? Avez-vous l'intention d'appuyer vos choix sur la consultation des usagers concernés ? Merci. Merci, la parole est à Yannick Corry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vergrit, le domaine ferroviaire constitue le premier poste des engagements de l'AFIT, confirmant sa vocation d'outil de report modal. Les investissements de l'agence portent aussi bien sur des projets de nouvelles lignes, notamment à grande vitesse, que sur la rénovation de lignes existantes. Après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes au profit de l'aménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique, le gouvernement s'est engagé à des compensations envers la région Pays de la Loire et en particulier pour le département de la Loire-Atlantique que je représente. Le trajet Paris-Nantes n'est pas intégralement en ligne. Une ligne LGV, seule la portion Paris-Sablé-sur-Sarthe est à grande vitesse. À cet égard, dans quelle mesure entendez-vous conforter le développement des lignes LGV ? Par ailleurs, il convient d'amplifier le soutien au réseau ferroviaire dit secondaire. Par exemple, dans ma circonscription, entre Nantes et Pornic, il n'y a qu'une seule voie, sans évitement, ce qui engendre un usage limité de la ligne. Quelles sont vos préconisations afin de garantir un meilleur équilibre entre les lignes à grande vitesse et les lignes secondaires qu'il faut impérativement maintenir et développer ? Merci. La parole est à Gabriel Amar. Oui, je renouvelle autrement ma question. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit en France de forer, d'excaver au droit des périmètres rapprochés de protection des captages d'eau potable. Vous le savez, en tant que maire, c'est sous nos responsabilités de maire que nous avons à faire respecter toutes les lois sur l'eau depuis 1964. On peut être favorable au fret ferroviaire, on peut vouloir l'accélération de la modernisation de la ligne actuelle Lyon-Turin sans attendre une nouvelle ligne Lyon-Turin parce qu'il est insupportable de supporter tous ces camions dans nos vallées de Savoie d'une part et d'Haute-Savoie d'autre part quand le tunnel du Mont-Blanc est ouvert. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le tracé du Lyon-Turin ne respecte pas les lois sur l'eau. Donc, je vous demandais, allez-vous co-signer le financement de chantiers qui sont hors la loi et dont, en effet, j'ajoute
que la DUP est caduque, puisque les tunneliers seront effectivement présents qu'au printemps 2024, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas un marteau-piqueur pour faire du bruit qui doit nous illusionner. Je vous remercie. Et enfin, la parole est à Marjolaine Beignet-Milfer. Merci Monsieur le Président, bonjour et merci pour vos réponses. Alors je voudrais effectivement vous interroger à mon tour sur le sujet du Lyon-Turin, mais dans un angle un peu différent de Monsieur Amar, parce que moi je suis persuadée que c'est un grand projet essentiel à la fois pour l'environnement et pour la cohésion européenne. Mais comme lui, je suis avec beaucoup d'intérêt l'avancée du dossier et je ne vous cache pas l'impatience d'une réserve que je représente, puisqu'il est directement concerné par le tracé des accès. Et effectivement, on voudrait avoir aujourd'hui un calendrier de travaux beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, qui nous permettrait de savoir comment nous projeter dans ce territoire. Dans la LOM, on avait voté une livraison des accès en même temps que le tunnel de base en 2030. Alors pour tenir ce calendrier-là, le temps presse, c'est peu de le dire. Et je souligne que les habitants et les élus sont effectivement très en attente d'un calendrier de mise en œuvre, parce que ça va leur permettre, et avec votre parcours, vous soutiendrez mon propos, de repenser l'aménagement de ce territoire nord-isérois, d'imaginer comment un grand projet d'infrastructure peut embarquer finalement une grande dynamique de sobriété foncière dans ce territoire, de repenser un aménagement du territoire sobre, plus favorable aux mobilités douces, aux mobilités modernes, et également aujourd'hui embarquer des sujets de mobilité du quotidien et de l'accélérer dès maintenant. Merci, chers collègues. Donc voilà, merci pour vos réponses. Est-ce que tous les collègues ont pu poser leurs questions? Il me semble que oui. Monsieur Vergrit, je vous laisse le soin de répondre. Je ne vais pas résoudre vos controverses. Sur les ZFE, je pense qu'on est typiquement sur un sujet où on doit absolument renforcer l'articulation locale-nationale. Je vais vous donner l'exemple de Dunkerque, puisque vous m'avez interpellé sur Dunkerque. Si on applique, et on doit appliquer la ZFE à Dunkerque, la question essentielle, c'est est-ce qu'on met la 16 dedans ou pas, l'autoroute qui passe au large de Dunkerque. Si vous la mettez dans le périmètre de la ZFE, l'essentiel de la réglementation touche la 16. Et donc, en fait, la réponse, la collectivité peut faire ce qu'elle veut. De toute façon, c'est la 16 qui est l'élément déterminant. Et si vous ne la mettez pas dedans, je ne peux pas atteindre les objectifs. Donc quand je parlais d'injonction contradictoire, c'est-à-dire on est d'accord avec le sens des ZFE. On est d'accord, la preuve, je parlais de l'incitation au transport collectif, le plan vélo, avec des résultats. En plus, sur Dunkerque, vous donniez l'exemple. Mais si j'applique réglementairement les choses, si je regarde la réglementation, ben ça ne correspond pas à l'intention, en fait. Et ça fait partie de ces nombreuses, et ceux qui ont été maires dans cette j'allais dire hémicycle, voilà, dans cette commission le savent, il y a parfois une intention qui est commune entre la collectivité locale et l'État, mais l'application de la réglementation ne correspond pas à cette intention commune. Et typiquement, les ZFE correspondent à ça. Et donc moi, je peux vous dire, j'ai eu une réunion avec les services de l'État déconcentrés, et je leur ai dit, mais moi, l'intention de la ZFE, je veux, d'ailleurs, la preuve, Dunkerque est plutôt allant sur le sujet, à la fois comment on va limiter le nombre de kilomètres parcourus en voiture, comment on va réussir le report modal, comment on va réussir à accélérer vers des voitures plus propres. Je suis d'accord avec tous ces objectifs, mais est-ce que c'est une ambition commune qu'on doit développer ou est-ce que c'est l'application d'une réglementation qui en soi n'a pas beaucoup d'intérêt en réalité? Et vous voyez, vraiment, je prends la ZFE comme l'exemple type d'une intention commune, nationale, locale, qui se traduit par une réglementation qui dénature en fait le projet de son intention. Et quand je parlais tout à l'heure de la nécessité de réconcilier les acteurs locaux avec l'État, je parle de ça parce que ces injonctions contradictoires du quotidien, elles sont très fréquentes pour un maire. Tous les 15 jours, j'ai des injonctions contradictoires en termes d'application des lois. Et je dis, et je parle là, j'ai la chance de pouvoir parler à des députés, je vous assure, quand on met l'ensemble des lois qui tombent sur le territoire, il y a des injonctions contradictoires. Et donc, avec les préfets, nous, maires, présidents d'Interco, on doit essayer de les lever parce qu'on est d'accord sur les intentions, mais la réglementation, parfois, elle peut être difficile à appliquer et surtout ne pas respecter la différenciation territoriale. Je peux vous donner plein d'exemples de cette nature aujourd'hui sur la loi sur l'eau, sur plein d'exemples où on est d'accord sur les intentions, où on est d'accord sur la volonté de la collectivité locale d'aller vers évidemment une
j'ai envie de dire, la transformation écologique et d'un territoire, Dunkerque est un territoire en la matière exemplaire, mais confronté à des difficultés réglementaires parfois pour pouvoir appliquer mieux en fait l'intention du législateur. Et donc je pense qu'on a vraiment à travailler sur cette articulation, et je pense qu'à la ZFE, on n'est pas au bout de ça. On n'est pas au bout du travail justement pour articuler les intentions entre collectivités locales et législateurs en fait en réalité. Donc voilà un petit peu ce que je pense des ZFE, parce que je pense que c'est une belle illustration de ce qu'on doit pouvoir améliorer dans un meilleur dialogue local-national. Et j'ai plein de propositions à vos fêtes si un jour vous travaillez sur l'évolution des ZFE. En tout cas, il n'y a pas de financement ZFE de la FIT directement, mais indirectement, oui, quelque part. Sur la question de la suppression des trains, j'ai oublié d'y répondre tout à l'heure. Évidemment, je suis dans une région, les Hauts-de-France, comme l'Île-de-France, je le disais tout à l'heure, qui est fortement touchée aujourd'hui par la suppression des trains. Le problème est double, en réalité. Il y a effectivement un problème d'infrastructure, il a été soulevé. Il n'y a pas qu'un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, il y a un immense problème RH. Aujourd'hui, manque de conducteurs, manque de personnel de maintenance, manque de contrôleurs. Et le premier défi à relever pour déjà commencer à améliorer la situation des collègues quotidiens se situe au niveau des ressources humaines. C'est une situation de crise aujourd'hui que connaît la SNCF, une situation grave. Et il est urgent de redonner de l'attractivité à ces métiers. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de trains qui sont supprimés pour des questions de RH, c'est dramatique, c'est dramatique. Et ensuite, il y a une deuxième limite, et on le voit aussi dans ma région, ce sont les sillons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément... et là, on retombe sur une question d'infrastructure et on retombe sur la question de la FIT et de tout le débat qu'on aura dans les 6 mois à la suite du rapport du COI. Mais je voulais aussi pointer cette difficulté RH aujourd'hui qui est considérable et qui nécessite vraiment d'être prise à bras-le-corps. Ensuite, merci pour votre question sur les citoyens. Alors oui, pour renforcer la transparence de la FIT, d'abord vis-à-vis de la représentation nationale. Et là-dessus, je l'ai dit à monsieur le rapporteur tout à l'heure, je suis à votre écoute aussi. J'attends vos propositions sur ce qui peut permettre de renforcer la transparence de la FIT, ce qui peut nous permettre de mieux travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a des parlementaires associés. Il y a une députée au conseil d'administration de la FIT aujourd'hui. C'est peut-être insuffisant et je pense que on peut essayer de revoir nos modes de travail ensemble. Et je le redis, si vous me confirmez à la présidence, je reviendrai de toute façon rapidement puisqu'il faut qu'on avance sur ces 6 mois. Sur les citoyens, moi je partage votre sentiment. J'ai le sentiment, les 6 mois, et je le renvoie aussi vers vous, quelque part, les 6 mois qui viennent, on ne doit pas écarter le citoyen de ce débat-là. Ce débat sur le pays va quand même se définir avec l'actualisation de la LOM, une nouvelle ambition, une nouvelle trajectoire financière sur les infrastructures de transport. Écarter le citoyen de ce débat, c'est l'écarter quand même des enjeux de mobilité du quotidien qui le touchent directement. Et là-dessus, j'ai envie de dire, je suis aussi à votre écoute si vous avez des propositions. J'ai quelques idées en la matière. Il y a déjà eu des efforts, site internet et autres, mais ça reste très marginal, j'en conviens. Et je pense que c'est un sujet qui est sur la table. Comment on réussit à associer le citoyen dans un débat aussi important pour notre pays que celui qui va avoir lieu là au premier semestre 2023. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le préparer un peu plus en amont, mais bon voilà, j'arrive à la présidence de la FIT aujourd'hui, et tout ce qui peut concourir à rapprocher le citoyen de ce débat-là me semble être utile, mais bon, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Le canal Seine-Nord, je pense que c'est un projet structurant, mais ce n'est pas moi qui le dis. La FIT l'a déjà confirmé. Voilà. Moi, je ne vois pas le chevauchement avec la RT, qui est plutôt une structure de contrôle et de régulation. La FIT étant plutôt un opérateur, je ne vois pas le chevauchement. Enfin, bon, je l'ai dit en forme de boutade au début. Moi, je ne peux pas résoudre la controverse sur le Lyon-Turin. Je ne suis pas là pour ça. Je peux que rappeler les faits, que le juge n'avait pas cassé effectivement aujourd'hui les choses et que je n'aurais pas le sentiment de signer quelque chose contre la loi puisque aujourd'hui le projet semble être conforme à la loi. Voilà mon non, mais je vous réponds honnêtement et sincèrement. Voilà, je n'ai pas le sentiment de signer quelque chose contre la loi. Je ne le ferai jamais si j'avais ce sentiment-là. Aujourd'hui, je n'en ai pas le sentiment. Voilà. Mais je ne résoudrai pas la controverse interne que vous avez là-dessus. Voilà. Merci à vous.
J'ai dit oui. Merci pour ces réponses, Monsieur Vergrit. Je vous remercie. Nous allons maintenant vous laisser partir pour procéder au vote. Il n'y a plus de Tour de France à la voile. Peut-être que vous pourriez inviter. Très bien. Je peux me permettre. Par contre, on va avoir une chocolatine.